Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Parce que moi, je suis français. Et je suis fier d'être français. Avez-vous dans votre sac une arme nucléaire? Est-ce que vous comptez assassiner Johnny Hallyday? Avez-vous dans votre sac des trucs qui piquent? Est-ce que vous comptez faire exploser le futuroscope? Visite ou affaire? Slip ou caleçon? Nous sommes en guerre. Ah, et oui. Adieu que la guerre est jolie, disait Apollinaire. Non, elle n'est pas jolie. Elle est laide. Elle est moche. Mais des fois, bien écoutez, on n'y échappe pas. Hélas. On est en guerre sur tous les fronts, tous les étages. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, au-delà des résultats des élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges, municipales partielles bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment on est dans une nouvelle France? Une nouvelle France où les ruraux auront disparu, où les Français de souche seront surveillés en liberté, très étroitement surveillés. On en parle avec l'avocat Pierre Gentillet. Et il se passe vraiment des choses très intéressantes dans ce cher et doux pays. Et puis nous allons aussi parler de cette chose formidable, c'est la guerre. Alors ce n'est plus la guerre justement sur le terrain, c'est la guerre économique, la guerre des taxes, la guerre des droits de douane, la guerre des tarifs. Donald Trump a déclaré la guerre, je ne dis pas au monde entier, mais presque. Le Canada, la Chine, je ne parle pas du Groenland, je ne parle pas du canal de Panama, mais aussi l'Europe. Attention, vous voulez gagner? Eh ben nous, les tarifs douaniers, vous allez voir ce qu'on va en faire. Ouais, la guerre des tarifs est déclenchée. Et puis après les perles, les huées, les bravos, vous allez voir, il y a des choses absolument magnifiques qui valent leur pesant de lingots aurifères. Eh bien, nous allons recevoir Pierre Chaillot, le statisticien Pierre Chaillot, qui avait fait sensation avec son premier livre, effectivement, et qui vient de sortir Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On va prendre le temps d'en parler, vous allez voir, il y a des choses très fortes qui se passent. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Élection municipale hier, deuxième tour à Villeneuve-Saint-Georges. Des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de beaucoup d'autres personnes sur ce qu'est devenue la France, ce que devient la France. Ah oui, qu'est-ce qu'elle devient la France? Comment elle tourne, monsieur? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ah, Maurice Chevalier, ce vieux clocher, oui, quand il n'est pas incendié, ce vieux clocher, ça sent un peu l'incendie, hein, ça sent un peu la fumée, là, la France, en ce moment. Et ces blés mûrs, encore faut-il qu'il y ait des paysans pour récolter les blés mûrs, et apparemment, il y en a de moins en moins. Alors, ça sent bon, la France, en ce moment. Comment la santé, vous nous direz, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, comment le sentez-vous? Et n'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas bien, disait Pierre Dac, faites-vous sentir par les autres. Je ne sais pas si ça arrange les choses, mais enfin, voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, alors, d'abord Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard, la France Insoumise, a été battu par la candidate LR Christiane Miasme, qui a été élu avec 49% des suffrages. Voilà, Louis Boyard, 38,7%, 75% des suffrages. Et en attendant, effectivement, les déclarations sont allées bon train, mais je voudrais revenir avec Pierre Gentillet, justement, c'est les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, on l'avait cité dans une de nos précédentes émissions, il a commencé à parler des Français de souche, et juste un petit extrait sur ce qu'il a dit des Français de souche. Écoutez. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Voilà, les Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Donc, vont-ils être déchus de leur nationalité? Vont-ils aller ailleurs? Vont-ils subir des obligations de quitter le territoire français? Peut-être pour les Français de souche, on ne sait pas. Mais il ne s'est pas arrêté là, Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé lors des rencontres nationales des quartiers populaires à Toulouse, ce samedi, le 1er février. Et là, il s'est étendu un peu plus longuement, et écoutez ce qu'il a dit. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre.
La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans les manifs, et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. Ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille. Eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Alors, voilà, c'est les quartiers populaires qui arrivent en ce moment et qui vont peupler cette ruralité. Cette ruralité, ces paysans, c'est fini. Hein. Selon Jean-Luc Mélenchon, ils étaient des millions, ils sont plus que 400 000 et encore. Donc, remplaçons tout cela. Je n'ai pas dit grand, remplaçons, hein, j'ai dit remplaçons tout cela. Alors, c'est intéressant, d'un côté, résultat électoral partiel de Villeneuve-Saint-Georges, et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Pierre Gentillet, ça a au moins le mérite de la clarté. C'est plus encore que de la clarté. Enfin, j'aurais trouvé un nouveau mot, c'est-à-dire que c'est de la radicalité, en fait. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon nous annonce clairement quel est le projet pour la gauche demain. Et pour sa gauche à lui. Oui, pour sa gauche, mais je suis désolé de vous le dire, André Berkoff, je pense, pour des raisons sur lesquelles on pourra s'étendre, et notamment démographiques, que le pari de Jean-Luc Mélenchon, sur un plan purement électoral, est un pari qui risque de s'avérer gagnant. En tout cas, gagnant à gauche. On verra dans tout le pays, évidemment. Mais cette déclaration a le mérite de la clarté parce qu'elle pose les Français, en tout cas pour ceux qui l'écoutent, face à un choix qui est un choix, au fond, assez net. Pendant longtemps, la gauche a hésité entre intégration, assimilation. Aujourd'hui, il n'est plus question d'intégration ou d'assimilation pour Jean-Luc Mélenchon. Il est question de substitution. C'est gravissime le propos que vous avez passé sur la France rurale. C'est gravissime parce que, vous savez, moi je me suis battu dans l'Indre, dans le Berry, contre l'imposition d'un centre de migrants, vous savez, d'une quarantaine de migrants à Bel-Ab qu'on a voulu placer. Finalement, on a obtenu gain de cause à travers les différentes mobilisations. Et je m'étais longtemps interrogé sur à la fois la volonté d'État, parce que c'est une volonté d'État, et en même temps aussi des responsables politiques de gauche de vouloir à tout prix imposer des migrants en ruralité. Pourquoi ? Et ça, on le comprend dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Parce que pour eux, la ruralité, la France, parfois qu'on appelle la France profonde, oui, la France traditionnelle, c'est la vérité immuable, éternelle, de ce que la France a toujours été. C'est-à-dire tout, sauf une terre ouverte aux 4 vents, à la mondialisation, d'une France métissée, d'une France fantasmée dans les villes, comme Jean-Luc Mélenchon la voudrait. C'est ce dont il parle quand il parle de la France des banlieues. C'est très important. C'est-à-dire que là, vraiment, on a, je dirais, la révélation chimiquement pure de son projet, qui est vraiment, si vous voulez, c'est un projet guerrier, mais sans les armes. Parce qu'à la fin, c'est quand même aboutir, quand il dit, dans son discours, allez, en s'adressant aux gens des banlieues, aller dans la ruralité, peupler la ruralité, remplacer la ruralité, c'est-à-dire supprimer les traces de cette France historique, de cette France millénaire. Donc là, on est dans un moment de clarté. Je vais vous dire une chose, pardon, je pense qu'il y a un moment où les Français vont devoir faire un choix. Et quand je dis les Français, c'est tous les Français. C'est-à-dire que là, on entre dans une ère de radicalité. Vous savez, Jean-Marie Le Pen est mort il n'y a pas très longtemps. Quelle que soit leur origine et quelle que soit leur ethnie, parce que beaucoup sont d'accord avec je reste sur le plan politique. Vous savez, Jean-Marie Le Pen est mort il y a quelques semaines maintenant. Et Jean-Marie Le Pen, c'était le temps des avertissements. D'accord ? C'est-à-dire, Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui, dans les années 80, 90 et encore jusqu'aux années 2000, a averti sur ce qu'aujourd'hui est partagé et devient finalement un propos assez banal. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, là, mais sous un terme positif, c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Sous un terme négatif, avec quelques excès, il faut le dire, Jean-Marie LePen. Si vous voulez, mais je comprends, vous parlez politique. Sur le fond, je reste sur le fond du sujet. Vous dites que c'est-à-dire une vague démographique qui est en train de bouleverser et de transformer la France. Ça a été dit dans les années 70-80. Aujourd'hui, avant on disait c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est plus le débat. Le débat, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. C'est est-ce que c'est bien
ou mal pour le débat. Est-ce que c'est bien Jean-Luc Mélenchon de la population? C'est une bonne vue. Regardez ce qui se passe en Belgique, regardez ce qui se passe en Allemagne. En Suède. En Suède, évidemment. Alors, en Suède, heureusement, il y a quand même quelques réactions. Mais je pense vraiment que là, Jean-Luc Mélenchon, au moins on peut lui faire crédit de la franchise de dire les choses. Oui, c'est ça, d'une certaine franchise. Mais en même temps, il faut aussi que les gens comprennent, je termine, que les gens comprennent qu'on est vraiment face là à un choix radical, face à quelqu'un qui veut couper la France, qui veut couper le peuple historique de sa continuité de sang et d'esprit. C'est cela ce qu'ils envisagent de faire à gauche. Ce qui est quand même problématique, c'est quand il dit, moi ça m'a vraiment frappé, les Français de souche posent un sérieux problème à ce pays. Mais oui, parce que c'est quoi le problème? C'est la vérité. C'est la vérité de ce que nous sommes. Mais oui, mais le problème qu'il pose, mais c'est ça qui est fantastique. Pourquoi faut-il effacer la ruralité? Parce que la réalité est tout sauf la vérité de Jean-Luc Mélenchon sur une France métissée, ouverte aux quatre vents, c'est la de la mondialisation de la France. Absolument. Ce sont les bases, la vieille etc. France terrienne, c'est la vieille France enracinée qui n'est pas nomade, qui ne bouge pas. Nous ne sommes pas un peuple de nomades, en réalité, et le monde ne se réduit pas à ça. Évidemment, ça embête Jean-Luc Mélenchon. Et c'est intéressant, parce que, d'ailleurs, il le dit, je n'ai pas mis tout le discours, c'était très long. Quand je suis né, dit Jean-Luc Mélenchon, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger, dorénavant c'est 1 sur 4. Oui. Par conséquent, ce qu'il s'appelle français de souche, etc. Mais moi, il y a une chose qui me frappe là-dedans, c'est que ce n'est même pas un problème de français de souche. Ce qui est hallucinant, c'est que ça va au-delà. Parce que, je vais vous dire, ce matin, j'étais avec un chauffeur de taxi africain qui m'a amené ici à Sud Radio et qui m'a dit lui-même, enfin, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je me sens totalement français. D'ailleurs, il me disait, Jean-Marie Le Pen avait raison. On m'a éduqué dans la haine de Le Pen, mais j'ai trouvé que Le Pen avait raison. Mais pour revenir à ça, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que c'est que cette haine, et il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, à l'égard de l'être français? On peut venir de partout et avoir une espèce de fusion, d'empathie avec l'être français. Après tout, c'est une identité qui vaut vraiment d'autres. Je pense qu'il y a 2 débuts de réponse à apporter à ça. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine de la gauche vis-à-vis de la France, vis-à-vis des Français, vis-à-vis de cette France terrienne? Premièrement, je pense, parce qu'il y a à gauche une forme de culpabilité qu'on porte et qu'on veut d'ailleurs faire porter à toute la France, une haine de soi. On cultive, absolument, qu'on haine de soi, qui a été d'ailleurs enseignée par toute une génération SOS Racisme dans les années 80-90, vous savez, le français, le blanc colonisateur, le blanc méchant, etc. etc. L'histoire du monde, c'est l'histoire de la colonisation. Suprémaciste blanc, etc. Et je pense qu'il y a aussi un deuxième aspect qui là est plus profondément ancré en nous, c'est... Et Jean-Luc Mélenchon en parle avec une certaine clarté dans ses discours, parce que il a une contenance intellectuelle. Je ne vais pas en faire l'éloge, évidemment, mais au moins on a quelqu'un qui réfléchit et qui raisonne en face, et au moins on peut répondre à des arguments. Oui. C'est qu'il prend la France pour un pays monde, pour un pays universaliste. Alors la France a été le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Ça a été, mais attention, c'est une partie de la France. Vous savez, l'histoire de la France, c'est quand même l'histoire des grandes guerres civiles, des grandes sessions, des grandes oppositions. Et il y a une partie de cette France-là qui veut, au nom de l'universalisme, dépasser la France. La France, c'est trop petit. La France, c'est pas important. Le message de la France, c'est de devenir le monde. C'est pour cela que Jean-Luc Mélenchon parle de métissage, et je retrouve le terme de créolisation. C'est très important, c'est-à-dire que la France doit être à l'image du nouveau monde demain, c'est-à-dire un monde créolisé, et finalement où les identités concrètes millénaires disparaissent, dont la nôtre, évidemment. Pierre Gentillet, alors justement, à suivre tout cela, Pierre Gentillet, vous avez signé avec Alice Cordier, la fondatrice du collectif Némésis, vous avez rédigé une tribune sous forme de lettre ouverte adressée à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pour l'encourager à dissoudre la Jeune Garde. L'avocat que vous êtes est pour la dissolution des mouvements? Mais étrange, ça. Pourquoi ça vous surprend? Je suis pour le respect du droit et le respect de l'ordre public. J'ai défendu plusieurs associations contre des mesures de dissolution parce qu'elles me paraissaient excessives, disproportionnées et contraires au droit. Pour une partie, nous avons obtenu gain de cause, et pour d'autres, malheureusement, nous n'avons pas réussi. S'agissant du cas de la Jeune Garde, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un groupuscule qui, d'ailleurs, dont on ne sait pas si c'est une association déclarée ou non déclarée, mais peu importe.
Le droit nous permet de dissoudre également des groupements de fait. Ça, j'insiste. C'est ce que répondait Gérald Darmanin, je me souviens il y a quelques années, quand on lui disait est-ce qu'on peut dissoudre les antifas, il disait non, ils ne sont pas déclarés. C'est faux. Le Code de la sécurité intérieure prévoit qu'on peut dissoudre toute même si c'est pas déclaré. Ou groupement de fait, évidemment. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils n'ont plus de compte en banque, qu'ils n'ont plus la possibilité d'utiliser leur logo, d'utiliser leur communication, etc. Ça, c'est vraiment très important. Nous parlons d'un groupement violent qui d'ailleurs revendiquent la violence dans leurs actions, qu'il s'agisse de leur compte Instagram, qu'il s'agisse de Twitter ou autre. Ils revendiquent la violence comme un mode d'expression. Vous savez, c'est la première cause de dissolution d'associations. Cette loi de dissolution d'associations, vous savez, c'est une vieille loi, elle date de 1936. Et en 1936, justement, c'est parce que nous avions des mouvements violents dans la rue, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Blum, à l'époque, a adopté cette loi. Sauf que cette dissolution d'associations, il ne faut pas simplement qu'elle soit dirigée contre des organismes d'extrême droite, comme on l'entend souvent, mais aussi contre tout type de groupement qui utilise la violence comme action, vous savez. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas deux poids, deux mesures. Mais non, c'est ça. Oui, pas deux poids, deux mesures. Oui. Il y a déjà, en fait, deux poids, deux mesures. Moi, je suis surpris, pardon. Je suis plus que surpris. Vraiment, je m'interroge. Parce qu'on a quand même un groupement qui existe depuis des années, qui sévit depuis des années, dont un porte-parole, M. Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui est parlementaire à l'Assemblée nationale, a menacé de mort Alice Cordier, directrice de l'association Némésis. Menace de mort quand même. Vous avez des actions qui ont été revendiquées, notamment d'ailleurs une action à caractère antisémite, des actions violentes contre des militants politiques. Tout ça est documenté. Vous savez, quand le ministère fonde une dissolution, c'est à la fois sur les faits qui sont connus et aussi sur tous les renseignements, toutes les informations que le ministère a. Et il croule littéralement sur les informations. Moi, je voudrais simplement poser une question à M. Retailleau. M. Retailleau est arrivé aux responsabilités avec un discours très ferme, très volontariste, mais sur tout un tas de sujets, sur l'immigration, sur la sécurité. Moi, je ne comprendrais pas comment est-ce que M. Retailleau peut tenir le bras de fer avec l'Algérie, tenir le bras de fer face aux pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, bref, avoir une politique migratoire et sécuritaire ferme, quand il n'arrive pas à dissoudre une association ou un groupement de fait, vous savez, c'est un décret de dissolution, ça prend 24 heures. Pierre Gentillet, mais Bruno Retailleau a dit qu'il avait l'intention de dissoudre la jeune garde. Il faut peut-être lui laisser le temps, je ne sais pas. Mais attendez, excusez-moi, ça fait combien de temps qu'on en parle de cette histoire? Nous, notre courrier, on l'a écrit il y a un peu plus d'une semaine. Soit, très bien. Mais ça fait quand même des mois que la jeune garde sévit. Et ça fait des mois que M. Retailleau est aux responsabilités. Je le redis, un décret de dissolution, ça fait des mois qu'il est aux responsabilités, ça fait des mois qu'il est ministre de l'Intérieur. Un décret de dissolution, c'est 24 heures. 24 heures, avec avant une petite procédure évidemment de contradictoire, mais c'est extrêmement rapide pour dissoudre une telle association. Donc j'avoue que si M. Retailleau n'arrive même pas à dissoudre un groupuscule aussi violent que la jeune garde, mais que peut-il faire en matière migratoire? Que peut-il faire face à l'Algérie? Si vous voulez, c'est tout le paradoxe, quoi. Oui, enfin, ce que vous dites effectivement, quels sont les actes précis qu'il pourra prendre, que ce soit vis-à-vis de l'Algérie et autres, pour effectivement mettre ses intentions en action. Parce que c'est la question de l'incarnation et de est-ce qu'elle se fera ou pas. Bien sûr, et puis faire preuve de fermeté, encore une fois. On a un ministre qui est volontariste, c'est très bien, je crois même en une partie de sa sincérité, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais maintenant nous attendons des actes. Nous attendons des actes sur tout un tas de sujets, migratoires, sécuritaires, très bien, et aussi sur cette question-là, la violence politique d'ultra-gauche, et pas seulement la jeune garde, vous savez, aussi les antifas de manière générale, qui sont des groupements de fait. Qu'attend le ministère Retailleau pour cette dissolution, qui, je le redis, est l'affaire de 24 heures? Écoutez, vous lui avez posé la question, on verra s'il va répondre et comment il va répondre. De toute façon, effectivement, tout ça est assez compliqué apparemment à mettre en jeu, mais vous dites qu'un décret se prend en 24 heures. C'est vrai. Ce qu'il faut voir, en tout cas, c'est qu'on a une situation de fait avec les discours d'un côté très, très, très précis et très clair de Jean-Luc Mélenchon. Après, à chacun de juger. Et puis, effectivement, on aimerait bien que la France, ça continue à sentir bon et pas à sentir trop mauvais, bien sûr. C'est la France, tout simplement, en fait. Vous savez, on ne demande pas. On dit souvent, vraiment, juste en un mot, on dit souvent qu'on est nous à droite ou même plus loin, qu'on est des radicaux. Et ceux qui s'opposeraient au projet de Jean-Luc Mélenchon seraient des radicaux, des gens d'extrême droite. Mais c'est son projet qui est extrémiste.
C'est celui qui consiste à substituer un peuple millénaire par d'autres peuples, par des formules d'apprentis sorciers, en pensant qu'on va fabriquer quand même ça un peuple. Vous savez, on dit souvent faire France. Moi, je déteste cette expression. La France, c'est pas un construit, c'est un donné. Elle est déjà faite depuis, comme vous dites, oui, des elle est siècles faite et des depuis siècles. longtemps. Elle s'est maturée, elle s'est patinée à travers le temps et l'histoire. Très bien. Eh bien, on n'a pas à avoir des apprentis sorciers qui arrivent et qui nous expliquent voilà ce que c'est la France. Non, la France, vous savez, c'est pas une idée, c'est pas une espèce d'abstraction comme ça. C'est de la terre, c'est des morts, c'est du construit. Et nous-mêmes Français, nous ne sommes que les légataires, nous sommes que les exécuteurs testamentaires de ceux qui nous ont précédés. Voilà pourquoi il faudra que des volontés s'opposent à d'autres volontés. C'est toujours pareil. C'est une histoire de courage, de volonté, d'intention et de vision. Et ça s'appelle, comme vous dites, la politique. Merci. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. La guerre, mais quelle guerre? Eh bien, il y a un certain Donald Trump, vous savez, qui est président des États-Unis depuis moins d'un mois, hein, c'était le 20 janvier. Hein. Donc 15 jours, même pas 15 jours, et ça n'a pas arrêté depuis le 20 janvier. Et là, c'est quelle guerre? Eh bien, la guerre des tarifs. La guerre des tarifs douaniers, la guerre des taxes. Et c'est parti, et on en parle tout de suite avec Stéphane Bureau. À tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil. Oui, dans un instant, ça va commencer. Ça a déjà commencé, je l'ai dit, ça a commencé depuis le 20 janvier et ça n'arrête pas une minute. On ne sait pas ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, mais en tout cas, ils n'ont pas adopté de notre gouvernement le silence prudent, les moments, les étages. Non, ça y va. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste québécois et vous êtes français, pas de souche, mais de cœur bien installé aussi. Ici. Voilà, et bien installé ici. Je rappelle que vous êtes correspondant pour l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada pour BFM TV. Et puis vous avez votre podcast. Rappelle-moi le titre de votre podcast. Alors Contact, et on nous trouve à Contact Média pluriel. Voilà, Contact Média pluriel. Vous savez que nous sommes pour les contacts, nous. Alors Stéphane Bureau, écoutez d'ailleurs, juste un petit mot, regardez et écoutez ce qu'a dit hier, répondant aux questions d'un journaliste, Donald Trump. Écoutez. Well, you're asking me a question because I'm sure you didn't hear. Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer or should I give you a political answer? Absolutely. Alors voilà, je traduis. Trump dit aux journalistes, alors, vais-je imposer des droits de douane à l'Union européenne? Alors, voulez-vous une réponse honnête ou une réponse politique? C'est intéressant déjà, il fait la vraie différence entre les deux. Et le journaliste dit, je veux la réponse honnête. Eh ben, Trump lui dit, oui, je vais l'imposer. Ça fait partie de la méthode Trump. Il n'y a pas de faux semblants et il va évidemment toujours nous offrir l'alternative de la réponse politiquement convenue et du discours de M. Trump qui est toujours dans la vérité, dit-il. Et il faut voir que sur ce mot, tarif, qui est du mauvais français évidemment, mais pour lui, c'est un rapport quasi érogène, dit-il au mot. Il le roule en bouche comme on apprécie un grand cru, et il répète N'allez pas me dire que ce mot est pour lui un mot de tumescence. Ah ouais, il est effectivement à raffoler de ce mot, parce qu'il fait peur. Il fait terriblement peur à ses adversaires. Mais il en parle. Alors, racontez-nous. Ça a commencé avec le Mexique, le Canada... Ouais. Et maintenant, l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça veut dire quoi? Cette guerre des tarifs douaniers, cette guerre des impositions, etc. C'est quoi exactement? Ça consiste à quoi? Alors, André, beaucoup de choses à déplier. Dans un premier temps, quelques jours après son élection en novembre dernier, il a menacé ses deux principaux partenaires commerciaux, que sont le Mexique et le Canada, de droits douaniers à hauteur de 25%. Si un meilleur travail... Hausse des droits douaniers de 25%. Hausse de 25% des droits douaniers dans un contexte où les trois pays sont liés par un contrat, par une entente de libre-échange qui fait que ces économies sont très liées, très intimement liées. C'est quasi le Canada organique. Et le Mexique. Oui. Canada, Mexique et États-Unis. Bien sûr. Les chaînes de production sont très intimement liées aussi. Les pièces vont partir du Canada pour aller au Michigan et revenir plusieurs fois avant qu'une voiture, par exemple, ne soit assemblée. Alors donc, malgré cette entente de libre-échange, qu'il a renégociée d'ailleurs il y a quelques années en disant que c'était la meilleure des ententes jamais signées, malgré tout ça, il dit...
parce qu'il y a urgence aux frontières mexicaines, et surprise pour plusieurs aussi, dit-il, frontière canado-américaine, qui est la plus longue frontière au monde entre deux États non sécurisés ou non militarisés. Alors, il y a des gens qui font la surveillance, mais c'est pas comparable à ce que nous retrouvons à la frontière du Mexique. Sous ce prétexte, et parce qu'il y aurait des quantités folles de fentanyl, de drogue qui entreraient aux États-Unis via ces deux frontières, il dit, moi, je vais... Drogue mortelle, d'ailleurs, le fentanyl, oui. Aucun doute. Je vais agir parce que il doit invoquer l'urgence. Il n'a pas le pouvoir seul, en temps normal, d'augmenter ses droits douaniers. Mais en vertu de dispositions qui sont propres à la présidence, s'il y a urgence, il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait en annonçant et en agissant? Parce que jusqu'à samedi, partout, on disait c'est du bluff. C'est la méthode Trump. Et au Canada, on était bien prêt. Le premier ministre Trudeau avait fait de grands efforts, avait essayé d'amadouer le Trump en allant le voir chez lui à Mar-a-Lago, sans succès. En fait, il est tourné en ridicule depuis. Il le traite de gouverneur du 51e État. Ça n'a pas fonctionné. Le Canada s'est préparé. Les Mexicains le sont aussi. Mais en fin de semaine, il a dit ce qui est annoncé sera livré. Donc 25%. Derrière ça... Donc il ne bluffe pas, il dit on va le faire. Il ne bluffe absolument pas et on verra les impacts possibles. Mais c'est donc dire que la signature des États-Unis, le contrat, est nul et non avenu. En fait, on ne reconnaît pas la signature des États-Unis. Alors, on pourrait dire que c'est temporaire, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de la frontière. Mais en principe, ce qu'il dit, c'est que la règle de droit, c'est la béquille des fragiles. Et aujourd'hui, nous qui sommes tout puissants, allons imposer nos règles. On va probablement même, au passage, renégocier cette entente de libre-échange. Mais que dit-il à l'Europe? Parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Ben, il dit, faites gaffe. Si je vous menace, ce n'est pas du bluff. Si je le fais avec mes amis et mes partenaires, au risque d'ailleurs de déstabiliser l'économie américaine, justement parce que ces économies sont tellement imbriquées. Oui, sont tellement imbriquées, Ce sont des entrepreneurs, des grands patrons qui disent donc à M. il dit Trump... à l'Europe, et attention, je peux le faire avec vous et je le ferai avec vous. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il demande à l'Europe? Pour l'instant, il ne demande rien. C'est la méthode Trump aussi. Tout est flou. Mais pourquoi? Attendez, donc justement, c'est intéressant parce que Stéphane Bureau, vous avez montré la différence. On peut comprendre, pas approuver, mais comprendre le Canada, fentanyl, etc., le Mexique, les immigrés... Mais pour vous donner une idée des proportions quand même, parce que c'est le prétexte officiel, le cache-sexe, je le répète, alors le total du fentanyl qui a été saisi à la frontière mexicaine ou américano-mexicaine, on parle de plus ou moins 10 000 tonnes. Pour ce qui est de ce qui a été saisi à la frontière canado-américaine, c'est plus ou moins 20 kilos. Ah, d'accord. Alors donc... Donc c'est un prétexte, on a bien compris. Mais qu'est-ce qu'il peut invoquer pour l'Europe? Non, parce qu'il y a eu des différends avec Trudeau, etc., on le sait. Mais qu'est-ce qu'il peut invoquer avec l'Europe? Parce qu'il ne va pas dire, vous nous envoyez vos migrants, c'est pour ça qu'on ne veut pas. Quel est, même si l'homme est un peu spécial, on le sait, et c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça et que ça marche pour lui, en tout cas, ou pour les Américains, on verra. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a et pourquoi il veut enfoncer l'Europe encore plus qu'elle ne l'est, soyons clairs. D'abord, je ne vous dirais pas que c'est mal poser la question, mais du point de vue de M. Trump, il s'en fout complètement. Que l'Europe soit enfoncée un peu, beaucoup, énormément, peu lui chaud de son point de vue, et c'est son discours politique à répétition depuis 2016, c'est « Let's make America great again », numéro 1. Et il est en train de cristalliser quelque chose, parce qu'on en a parlé la dernière fois que je suis venu vous voir, il y a la question de l'intelligence artificielle, et je pense que son association à M. Musk là-dessus est déterminante sur sa vision politique des choses, sur sa vision politique du monde, et des rapports de force qui seront ceux des États-Unis très prochainement. Cette espèce d'hyperpuissance qui sera augmentée commercialement, mais aussi militairement, par ce contrôle de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire face à l'Europe? D'abord, faire la preuve qu'il est sérieux. Et c'est pas un hasard, donc, si ce sont les amis qui trinquent aujourd'hui. Regardez ce que je fais avec mes voisins immédiats. Je vous réserve donc possiblement aussi des droits douaniers. Est-ce qu'il pourra invoquer des mesures d'urgence? Alors là, j'ai pas... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement les amis, c'est l'Angleterre, l'allié traditionnel. Alors, sur l'Angleterre, il est plus ambivalent. Il dit qu'à ce jour, il s'entend très bien avec M. Starmer, le premier ministre anglais. Faut voir aussi que les Anglais, historiquement, ont été un peu le
caniche des États-Unis. Le fer de lance, oui. Rappelons-nous quand même que Tony Blair, travailliste progressiste, s'entendait comme cul et chemise avec M. Bush, qui n'était pas exactement progressiste. Mais si vous voulez, en fait, ce qu'on voit, c'est que il force en tout cas l'Europe à être devant son destin. Et quel est le destin de l'Europe? Dans une Europe divisée, dans une Europe fracturée, il faut le dire, et pas seulement la France, dans une Europe qui ne sait plus à quel sein se vouer avec sa Commission européenne. Donc on a l'impression quelque part qu'il enfonce le clou pour dire comment ils vont réagir, ces braves gens. Ben, je pense que là, vous posez très, très bien la question. C'est que tout le monde, les Canadiens qui dépendent des Américains pour leur économie, 77% du total des exportations de ce pays sont liées aux États-Unis. 77%? 77%. C'est l'inverse, disons, d'un écosystème bien équilibré. Donc, on est pieds et poings liés, et je pense qu'il pourra faire la démonstration de ce que le roi est nu. Dire, regardez, c'est un peu votre problème si vous n'êtes pas capable de mieux vous organiser. Alors, avec l'Europe, c'est exactement la même logique. C'est un puissant révélateur, comme à l'époque du numérique en photo. Nous allons voir apparaître dans le bassin de Dectol, nous allons voir apparaître le flou d'une photo qui est celle de l'Europe, qui dépend pour beaucoup, non pas seulement pour ses exportations vers les États-Unis, quoique pour l'Allemagne, c'est très vrai, dépend pour beaucoup des États-Unis et pour la défense. Et ce qui est intéressant, vous avez vu ça, Stéphane Bureau, quand Bernard Arnault, qui n'est pas le premier SDF venu, revient des États-Unis et dit, écoutez, oui, mais moi j'ai vu ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ici, parce qu'en fait, on a l'impression que tout se passe comme si, je sais pas, mais que Donald Trump lui a dit, mais mon cher Bernard, venez aux États-Unis, installez-vous là-bas, vous allez voir beaucoup moins d'impôts, beaucoup de tracasseries, beaucoup moins de tout ça, ça va être très bien. Donc en fait, on se retrouve devant ce que Rimbaud disait, nous voici rendus au sol avec la réalité rugueuse à étreindre. C'est ça qui se passe. Oui, je pense que nous allons l'étreindre beaucoup parce qu'il n'y aura pas de compromis à court ou moyen terme. Il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs qui se mettent en place aux États-Unis pour lutter, disons les choses, contre la très grande puissance de M. Trump. Donc, nous allons contempler le réel. Et le retour du réel est toujours assez brutal. M. Arnault, si on faisait la statistique, était très, très, très lourdement représenté à l'investiture du président, puisqu'il occupait 4 fauteuils pour 600 places sous le dôme du Congrès. Alors, il pèse lourd. Je pense qu'il a parfaitement raison du point de vue de ses intérêts. C'est-à-dire que il a un joker. Le joker, c'est un accès au président, la capacité de faire valoir qui il est, les emplois qu'il pourrait et qu'il crée aussi aux États-Unis. Mais l'invitation que fait M. Trump à tout le monde, et c'est profondément, je pense, ce que l'on doit aller chercher dans le discours embrouillé un peu de M. Trump, c'est qu'il veut délocaliser à la faveur des États-Unis l'industrie mondiale. On est dans un retour du balancier complet, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la mondialisation et la délocalisation des États-Unis vers des pays où on produit à moins cher. M. Trump dit non, nous allons nous refaire industriellement. Et on est surtout, Stéphane Bureau, dans le retour des empires, parce qu'il sait très bien qu'il y aura un empire chinois, qu'il y aura un empire russe ou un empire indien, on verra. On est dans le retour des empires et c'est passionnant. Merci Stéphane Bureau, on continuera cette conversation. Et qui se retrouve pris en tenaille entre la Chine et les États-Unis? Et qui? L'Europe. Et voilà. Voilà pourquoi on explique que notre fille est muette. En attendant, c'est l'Europe qui est muette et c'est quand même diablement préoccupant. Merci. Au revoir, André. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Vous savez ce que c'est, Asperger? Vous savez ce que c'est, un autiste? Vous allez apprendre de la voix d'un universitaire. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Pierre Bassilieu, très belle chanson. Et effectivement, on s'est posé la question quand Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, philosophe, essayiste, parlait sur LCI et il évoquait Elon Musk. Et voici ce que disait Luc Ferry. Écoutez.
Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, pas simplement de Tesla ou de SpaceX, il est aussi le patron de X avec tout le pouvoir que ça peut donner dans le monde entier. Et donc, le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant, très inquiétant. Ben voilà, de vraies paroles de philosophe, hein, voilà, de vraies paroles d'un homme cultivé, n'est-ce pas? Il traite carrément d'abord les aspergés, c'est des fous. C'est aspergés au dernier degré, c'est des fous. Ah bon, merci à tous les enfants aspergés, etc. Voilà, c'est un barjo, c'est un fou. Évidemment, quelqu'un qui a fait SpaceX, qui a fait Tesla, qui s'occupe de X comme il s'occupe de X, alors évidemment, péché à mortel, à 53 ans, il pèse 400 milliards de dollars. Alors là, c'est vraiment une marque de folie absolue et de barjotisme absolu. Voilà comment, paraît-il, un philosophe, un universitaire, voilà, c'est des mots choisis, et je dois dire que ça pose quand même des problèmes. Et il y a eu beaucoup de réactions parce que Asperger, notamment le docteur Hélène Rossineau, qui est médecin, qui a été primé par l'Académie nationale de médecine pour son livre « Aidants, ces invisibles », a réagi sur X. Détestable, dit le docteur Hélène Rossineau. Calamiteux, honteux. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire les propos de Luc Ferry sur LCI, expliquant tranquillement que les autistes aspergés sont des fous et des barjots. Vous devriez avoir honte, Luc Ferry, mais aussi Darius Rochemin, Cohn-Bendit et LCI, de ne pas avoir réagi. On attend des excuses. Effectivement, très sincèrement, je trouve qu'entre le docteur Hélène Rossineau et Luc Ferry, il n'y a pas photo. Oui, c'est l'hymne à l'amour, moelleux, c'est Jacques Dutronc. Et nous avons quand même une très grande, une très grande commission, une très grande preuve avec, évidemment, la députée insoumise. Nous avons deux personnes que nous adorons ici, parce que chaque fois qu'elles parlent, on sait qu'on peut les reprendre. C'est évidemment Sandrine Rousseau, que le monde entier nous envie, et Ercilia Rousseau, la députée LFI Ercilia Soudé, pardon, pas Rousseau, Soudé bien sûr. Et voici par exemple, un exemple, mercredi 29 janvier, les députés membres de la commission des affaires économiques du Palais Bourbon se retrouvaient une proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'accès au logement social. Et là, il y a eu une discussion, et voilà, à un moment donné, elle a craqué, Ercilia Soudé, et voici ce qu'elle a dit. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. Merci, Madame Soudé. S'il vous plaît, je le dis, nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Je vous remercie. Voilà, c'est très bien que la présidente, la France Insoumise de la commission, Aurélie Trouvé, a retoqué, a corrigé comment on peut dire ça, les dérives, les excès, les fuites de Ercilia Soudé. Mais vous savez, elle ne s'arrête pas là. Vous allez voir, à un autre moment, elle était effectivement dans une réunion en discutant d'un projet qu'elle avait, mais c'était tombé dans une date qui n'allait pas du tout, un certain 7 octobre 2023, donc ça devait être quelques semaines après. Et voici Ercilia Soudé, écoutez. Ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meir Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Aboudaka, alors là, c'était le bonbon. Magnifique. Le rire d'Ercilia Soudé, c'était donc en novembre 2023, un peu après le 7 octobre, là, côté Gaza, et c'est dans le média Parole d'honneur. C'est magnifique. Et moi, je vais vous dire, ce que j'aime, c'est le rire d'Ercilia Soudé. Je ne sais pas si ça tient du caquettement ou autre, c'est intéressant. Le rire d'Ercilia Soudé, c'est un rire à l'émerie, vraiment. Et émerie, évidemment, de me voir si belle en ce miroir. Et ce miroir devrait être suivi de quelque chose qui s'appelle effectivement la publicité, qui s'appelle le générique et qui s'appelle la fin de l'émission, qu'on a fait un peu
on a fait vite, mais nous allons reprendre vous êtes beaucoup tout trop ça. rapide, André. Voilà. C'est ça le problème aussi. S'il a soudé, elle m'a soudé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'adore, à chaque fois qu'on sort ça, elle dit le 7 octobre. C'est magnifique. Non, mais c'est beau parce que, au fond, vous savez, Maud, nous avons ici une fonction pédagogique. C'est-à-dire que nous travaillons à prendre les perles de toutes ces personnes qui nous gouvernent, parce qu'elles nous gouvernent, hein, elles sont au pouvoir, elles sont à l'Assemblée, elles sont ailleurs, et elles sortent des choses tellement magnifiques, tellement exemplaires, tellement, je ne dirais pas lunaires, mais tellement frappées au coin du bon sens, que notre vocation, une de nos occupations, pas seulement celle-là, est de le faire savoir au peuple, parce que c'est très important que quand on atteint ce niveau de culture, de compréhension, ce niveau de tact, et ce niveau de subtilité, eh bien, il faut que ça se sache. Voilà. Et à ne pas reproduire chez soi. Et en attendant, chers auditeurs, si vous voulez réagir à cette émission et à tous ces entretiens, notamment à celui qui vient avec Pierre Chaillot, statisticien, auteur de Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur, eh bien, appelez le 0826 300 300. Et pour réécouter tous ces entretiens, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Sud Radio, sur YouTube ou sur Spotify. Tous les podcasts sont en ligne. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov, vous recevez donc Pierre Chaillot, statisticien, c'est pas facile à dire, auteur de Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Oui, c'est pas facile à dire et c'est pas facile à compter. En plus, les statistiques. Pierre Chaillot, bonjour. Bonjour André Berkov, merci de me recevoir. Ben écoutez, on est ravis de vous recevoir. D'ailleurs, on vous avait reçu déjà pour votre précédent livre, qui est un livre qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit, hein, déjà. Et là, vous sortez aux éditions de L'Artilleur, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que vous prenez vraiment des précautions, d'ailleurs, tout à fait louables, scientifiques, et vous dites voilà. Et je voudrais qu'on revienne parce que maintenant, ça va faire quoi? C'est plus de 5 ans. Hein. Le premier confinement, c'était en mars 2020. Si je ne me trompe. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Nous sommes en février 2025, 5 ans. Alors, 5 ans, effectivement, on peut faire un sacré bilan de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore. Et vraiment, on lit ce livre et on se dit, mais il y a des choses quand même, vous posez des questions, vous montrez par les chiffres, vous avez étudié ça, et vous avez étudié en statisticien, vous voyez, je fais comme autre, et pas en tant que modélisateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, notamment, et on va essayer d'inventorier tout ce que vous racontez dans ce livre passionnant. Au fond, on se rappelle, tous vaccinés, tous protégés. Et puis, attention, la protection est là, la transmission est là, la protection, tout va bien. La protection est absolument, la transmission est absolument. Et puis, on s'est aperçu de tout s'est aperçu. Et je voudrais juste que vous rappeliez votre méthode. Comment vous avez commencé à travailler entre les décès, la vaccination, la comptabilité, et comment, parce que c'est l'autre face, mais lié l'envers du décor, comment on a essayé soit de truquer, soit d'enfumer, soit d'invisibiliser. Pierre Chaillot. Alors, j'ai commencé mes travaux en tant que statisticien en m'intéressant à cette crise et en suivant de près l'évolution des décès en France depuis 2020. Pourquoi ? Parce que les décès sont quelque chose qui statistiquement est assez fiable. Un décès, c'est une personne qui va être enregistrée à l'état civil, ça fait l'objet d'une déclaration, et donc ça, on sait les compter, on en est sûr. C'est probablement pas parfait, il y a quelques trous dans la raquette, mais si on veut faire des statistiques, on n'a pas besoin que ce soit à l'unité près, mais c'est suffisamment fiable pour pouvoir en parler. Oui. Donc moi, j'ai démarré là-dessus. Et dans cette crise... À partir de quand vous avez commencé à démarrer quand ? En fait, à peu près. Février 2020. D'accord, ah oui. Donc il y a 5 ans, tout de suite, oui. Voilà, il y a 5 ans tout de suite, parce que dès février 2020, rappelez-vous, André Berkov, l'ensemble des médias ne parlaient que de ce nouveau virus tueur qui allait ravager l'humanité et qui avait démarré à faire des ravages en Chine. Et quand on était en février 2020, les médias annonçaient que c'était l'hécatombe en Chine parce qu'il y avait 1500 morts en un mois. 1500 morts en un mois sur un pays de 1,5 milliard d'habitants, sachant que nous, en France, on a 2500 morts tous les jours. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire des statistiques de démographie juste pour rappeler
que si on avait 1500 morts en un mois en Chine, ça voulait dire qu'il se passait rien, absolument rien de visible en termes statistiques. Voilà. Et juste, je pense que ce qui manque au public, ce sont les ordres de grandeur. Ouais. Et on a poursuivi dans cette espèce de délire après le confinement de façon. Mais quand vous dites, pardon, Pierre Chaillot, pour être très bien clair, quand on disait 1500 morts en Chine, c'était 1500 morts répertoriés Covid ou pas du tout? Oui, répertorié Covid, mais comme il doit décéder quelque chose comme 80 000 personnes tous les jours en Chine, répertorier des gens comme Covid au milieu de cette masse de 80 000, c'est tous les jours. C'est pas difficile. Bien sûr. Donc, voilà, donc en termes d'ordre de grandeur, si on veut dire qu'il se passe quelque chose de grave, il faut annoncer un chiffre qui est inhabituel par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est ça. Et de la même manière, lorsqu'on a Monsieur Salomon, qui était DGS, qui racontait tous les jours à la télévision, aujourd'hui 300 morts du Covid, mais qu'est-ce que c'est quand on a 2500 morts dans la journée? C'est 300 morts de quoi? De plus? Donc c'était des chiffres qui n'avaient rien à voir. Si on avait un tant soit peu d'ordre de grandeur en tête, à aucun moment on ne pouvait avoir peur. Et c'était vraiment... C'est là qu'on vous avez parlé d'enfumage. C'est là où, voilà, en tordant et en donnant aux gens une espèce d'histoire à raconter sur la base de chiffres, on parvient à raconter n'importe quoi. Ouais, c'est ça, et c'est terrible parce que on dit toujours, les chiffres, eux, ne mentent pas. Sauf que ça dépend comment on considère les chiffres, comment on les envisage. Parce qu'on dit toujours, oui, mais attendez, il y a des chiffres. On entend ça du matin au soir, dans les médias ailleurs. Oui, mais quels chiffres et comment vous les comptabilisez? C'est ça le problème. C'est exactement ça le problème, et mon premier travail, ça a été de comptabiliser notamment les décès qu'il y a eu sur toute l'année 2020, combien de gens sont décédés, à quelle période sont décédés, à quel âge, pour constater que le résultat était extrêmement loin de la psychose qui a voulu être entretenue, et qu'au final, sur l'année 2020, il y a un peu plus de morts que les années précédentes, qui sont des années de très faible mortalité, et que les périodes où décèdent les gens, ça ne peut pas correspondre à un nouveau virus tueur qui ravagerait l'humanité, et qu'il serait quand même temps de se poser des questions des effets néfastes qu'ont eu certaines des mesures publiques qui ont été mises en place, notamment les confinements stricts, l'abandon des soins, le recours du palliatif en lieu et place des médicaments habituels, etc., etc. Donc c'est de là que je suis parti, et donc je pars des données qui sont les plus fiables possibles, comme les données de décès, avant de commencer à réfléchir à la suite. Alors, vous êtes parti de là, justement, et vous avez constaté tout de suite, très vite, en tout cas en travaillant là-dessus, sur des espèces de dysfonctions, on peut le dire, entre, par exemple, vous en parlez longuement dans votre livre, comment qualifiait-on, et ça c'était un des chapitres qui m'a vraiment frappé, ils étaient tous à un moment donné morts du Covid. Quoi qu'il soit, ils arrivaient avec telle ou telle maladie, avec telle ou telle carence, et quand ils partaient, et c'était tous morts du Covid. C'est bien ça? Oui, il y a eu différentes phases. En mars-avril 2020, au tout début, quand il y a le confinement, là, il n'y a pas de généralisation de ce qui a été appelé les tests, qui est une deuxième phase. Mais en effet, vous savez, André Berkoff, les malades, c'est un flux. On est dans un grand pays de 67 millions d'habitants, et donc il faut considérer que tous les jours, il y a un très grand nombre de personnes, des milliers de personnes qui tombent malades. Bien sûr. Et tous les jours, il y a des personnes qui consultent des médecins, tous les jours, il y a des personnes qui vont à l'hôpital. Bon, et déjà, quand on brise ce flux de gens que l'on soigne en disant n'allez pas chez le médecin, n'allez à l'hôpital, ça va avoir des impacts sur la survie des gens, notamment. Quelle que soit la maladie. Non mais restez chez vous et prenez du Doliprane et n'appelez que quand vous êtes, non pas en dernière extrémité, mais quand ça va très mal. Voilà. Et quand tout ce flux de malades qui arrivent à l'hôpital, on se dit, oulala, ce sont des symptômes qui peuvent être du Covid parce qu'il tousse, il a mal au crâne, il a de la fièvre, il a des nausées, il a des diarrhées, enfin n'importe quoi, et tout ça c'est Covid. Ça va faire un énorme flux de malades qu'on va étiqueter Covid. Et c'est ce qui arrive à partir de mars 2020. Donc où il y a un manque il y a pas de spécificité à cette maladie-là, et donc tout le monde peut être un malade Covid. Et puis, il y a une deuxième phase post-panique après cette période-là qui va être la phase des tests
en population générale où tout le monde va se tester tout le temps pour un oui ou pour un non. Et on va avoir, en permanence, un grand nombre de gens qui va se retrouver étiquetés Covid, qu'il aille chez le médecin, à l'hôpital ou même pour n'importe quoi. Et on va avoir un déferlement des fameux asymptomatiques Covid, puisque tout bien portant est un malade qui s'ignore. Oui. Et il suffisait d'avoir un test positif pour être Covid. Donc on a eu les cancers Covid, les jambes cassées Covid, voilà, le pendu de Marseille Covid. Voilà, on a eu toute une palanquée de choses différentes. Oui. Et ça, cette deuxième phase-là, elle a été extrêmement importante dans le narratif et a permis de confondre ce qu'est un vrai malade d'un simple résultat de test. D'où les psalmodies à la télévision tous les soirs où on donnait le nombre de morts. Enfin, on a tous vu ça ça a duré quelques mois, etc. Et au fond, c'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si, Pierre Chahuil, corrigez-moi si je me trompe, on a dit voilà, il y a une pandémie, et au fond, il y a une extraordinaire montée de la mortalité, mais elle n'est pas celle qu'on pensait. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est déjà, il y a, comme je l'ai dit, toute la mortalité qui a été estampillée Covid, même s'il n'y avait pas forcément plus de morts que d'habitude, mais sur la base d'un test ou d'un soupçon, c'était Covid. Bon, au demeurant aussi, il y avait certains intérêts financiers pour les médecins à déclarer du Covid. Puis il y avait des protocoles spécifiques même pour la mise en bière Covid, donc tout était Covid. Et puis, attendez, voilà. pourquoi vous dites qu'il y avait un certain financier pour les médecins à déclarer le Covid? Lesquels, si on veut être précis? Par exemple, en termes de consultation, il était plus intéressant d'avoir en consultation quelqu'un pour Covid que pour autre chose. Mmh. Et à l'hôpital, on avait aussi... l'hôpital fonctionne par remboursement et lorsque, a posteriori, oui. L'hôpital est remboursé avec la tarification à l'acte et la tarification à l'acte d'un cas Covid rapporte beaucoup plus à l'hôpital que n'importe quelle autre maladie respiratoire, par exemple. Mais qui a décidé ça? Que la taxi... Non mais c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi une des dimensions essentielles du problème, le conflit d'intérêts, vous en avez parlé, d'ailleurs vous en parlez. Qui décide que la tarification Covid doit être nettement supérieure aux autres? Ou qui a décidé ça? Il y a deux aspects. Déjà, pour pouvoir tarifer, il faut d'abord soit mis en place un code d'enregistrement Covid. D'accord. Et ça fait partie des nombreuses interrogations qui font que cette histoire de Covid-19 mérite d'être regardée un peu à la loupe. Quand vous rentrez dans un hôpital, le praticien va vous mettre un ensemble de symptômes qui va ensuite, cet ensemble de symptômes, ça passe dans un algorithme et ça vous attribue un code. Oui. Ce code, il fait partie de la codification internationale des maladies, ce qu'on appelle la CIM-10, et ce sont tous les noms de maladies qui sont reconnus de manière internationale. Cette CIM-10, c'est l'OMS qui la pilote. D'accord. C'est l'OMS qui la pilote et il se trouve que l'OMS va mettre un nouveau code d'urgence Covid-19 dès le 31 mars 2020. C'est-à-dire que, alors qu'il ne se passe absolument rien dans le monde, l'OMS décide qu'il y aura forcément une pandémie et qu'il est grand temps de mettre un code d'urgence au sein du codex. Organisation mondiale de la santé, 31 mars 2020, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà, ce qui fait qu'à partir de cette date, tous les hôpitaux du monde seront bien gentils de bien vouloir commencer à enregistrer des malades du Covid. Bon, et ça va commencer avec l'histoire du premier malade en France et surtout à partir du confinement où les hôpitaux vont se mettre à enregistrer du Covid partout. D'accord. Encore une fois, sur la base de soupçons qui sont dus au fait que des personnes ont des symptômes, mais vraiment des symptômes parfaitement banals, mais qui sont tous enregistrés comme étant des signes du Covid. Et donc, c'est là que cette codification démarre. Et ce code-là, ensuite, il va être affilié à un niveau de remboursement. Donc, dès qu'il y a le code, il faut décider du niveau de remboursement. Et le niveau de remboursement qui va être affecté à Covid-19, à ce code d'urgence, c'est celui des infections respiratoires. Et ce remboursement, il est supérieur aux autres remboursements de grippe, de tuberculose, de bronchopneumopathie chronique, etc. Ce qui fait que, bizarrement, dès qu'on commence à enregistrer du Covid-19, toutes les autres pathologies s'effondrent dans les statistiques. Voilà. Le Covid arrive, il a chassé les grippes, les tuberculoses, les bronchopneumopathies chroniques. On a dit aussi les pleurésies, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus que du Covid-19. Mais il se trouve que c'est le code largement le plus intéressant pour le remboursement de l'hôpital. Bon, c'était évidemment une incitation. Ça n'a même pas été suffisant, André Berkoff, parce qu'il y a tellement personne qui a été à l'hôpital en 2020 à cause des confinements, malgré la pandémie qui a ravagé l'humanité. Il y a tellement personne à l'hôpital qu'il y a dû y avoir des mesures exceptionnelles pour garantir une rémunération minimale des hôpitaux. Tellement personne n'y allait. Personne n'y allait, d'accord.
À la fois, on a tout mis en place de façon à inciter, mais au bout, voilà, malgré le raz-de-marée des patients Covid, prétendument qu'on attendait, qui n'est jamais venu, il a fallu mettre une loi spécifique pour donner un peu d'argent aux hôpitaux pour pas qu'ils ferment. Et alors, c'est très intéressant parce qu'en poursuivant cela, donc il y a eu vous en avez parlé aussi, la panique d'un certain nombre de modélisateurs, enfin la panique créée et entretenue et en tout cas répandue par un certain nombre, le plus certains faire et puis depuis et ça a été, alors, et vous le dites dans votre livre encore une fois, ce qui est intéressant, encore une fois, a posteriori, en regardant tout cela, c'est quand même l'acceptation de tout le monde, et quand je dis tout le monde, que ce soit les politiques, les médecins, les médias, etc. Voilà, c'est une pandémie qui va tuer des dizaines de millions de personnes. Si vous ne faites pas telle ou telle chose, le narratif qui a été établi, eh bien, ça va être terrible. Il va y avoir des millions de cercueils qui vont envahir les rues des capitales du monde, ou des villes. Oui, ça marche extrêmement bien auprès des politiques et des médias, c'est-à-dire jamais ils ne voudront être tenus responsables de n'avoir pas agi. Et donc c'est la force de Ferguson qui le fait, mais qui l'a fait un nombre de fois incalculable. J'en parle dans le premier livre sur l'ensemble des pandémies causant la fin du monde qu'il a prévu jusqu'ici. Voilà, c'est toujours la prochaine qui va marcher. Mais ça a été un grand nombre de fois, et cette fois-ci, on a bien vu les gouvernements se mettre au diapason derrière l'OMS pour dire voilà, il faut faire ce que nous dit l'OMS de façon à se prémunir qu'on nous fasse des reproches. C'est d'ailleurs ce qui est des dossiers qui sont en train de sortir par des journalistes du Monde qui expliquent comment le gouvernement a mis en place un arsenal législatif dès le début, est intervenu de façon à sortir les parapluies le plus tôt possible. Mais je pense qu'il faut envisager que les gouvernements fonctionnent comme ça. On a des politiques dont le premier réflexe, c'est de toute façon de sortir les parapluies. Et oui, donc voilà, quand on a un prêcheur de l'apocalypse qui arrive et qui dit tout le monde va mourir sauf si vous obéissez à ce que je dis, on sort les parapluies, on obéit. Si on veut être précis, André Berkoff, il faut rappeler que Ferguson avait dit de toute façon il y aura des centaines de millions de morts quoi que vous fassiez, et peut-être qu'on sauvera un bout de l'humanité si vous obéissez. Et dans les faits, il ne s'est rien passé du tout. Donc, c'est-à-dire que même sa promesse d'apocalypse, quoi qu'on fasse, personne n'en a vu le jour, quoi. C'est clair, et heureusement, On se retrouve juste, Pierre Chaillot, après une petite pause, pour faire cet inventaire passionnant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore, il faut le dire. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, Pierre Chaillot, statisticien. Et justement, je voudrais qu'on aborde, vous l'aviez déjà abordé, mais vous le perfectionnez, vous allez plus loin encore dans ce livre, Pierre Chaillot. Je voudrais qu'on parle de ça a été quand même le moment le plus fort et qu'on dit la corrélation ou non-corrélation entre décès et vaccins. Il y a eu tout et le contraire de tout qui a été dit là-dessus, parce qu'il faut se rappeler, c'était que vous ne suivez pas le narratif dominant, eh bien vous allez mourir, en tout cas, on se rappelle un certain nombre de clips vidéo où vous allez empoisonner vos proches, votre famille, etc. On a vu ça, on a vu les clips à la télévision, on a vu les discours, etc. Donc protégez-vous, et protégez-vous comme on vous dit vous protéger. Et vous, donc, vous êtes entré dans le vif du sujet en faisant votre travail, votre job de statisticien, en faisant l'énumération des vaccins, des pics, des montées, des descentes, et effectivement de ce qui s'est passé. Je voudrais que vous nous disiez un peu plus là-dessus. Oui, alors vous avez raison de rappeler sur le fait que les gouvernements, même très tard, ont dit la vaccination est surefficace, il n'y a aucun problème. Le dernier en date, c'est Aurélien Rousseau, je crois, qui en octobre 2023 a dit il n'y a aucun effet secondaire des vaccins. Bon, alors qu'évidemment, c'est un sujet qui est parfaitement connu et qui est même admis maintenant, même du côté de la presse mainstream, on commence à dire qu'il y a quand même eu des effets indésirables, même parfois graves, de la vaccination. Bon, mais on a eu ce mantra-là. C'est pas la seule chose qui a été annoncée sur les vaccins. Vous l'avez dit, si jamais vous vaccinez pas, vous allez transmettre le virus tueur à votre voisin. Et grâce au vaccin, vous ne le ferez pas.
Et ça, c'est très intéressant à regarder puisque jamais les laboratoires pharmaceutiques n'ont promis une telle chose. Jamais. Donc ça, c'est un... Jamais. Oui, c'était, oui. Et donc, même sur ce qui est, oui, mais ça marche pas très bien, mais ça protège des formes graves, c'est pareil, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas fait cette promesse. Vous lisez les études de phase 3 de Pfizer, Moderna, la seule chose qu'ils disent, c'est grâce à nos vaccins où il y aura moins de tests positifs. Point. C'est la seule promesse réalisée par les laboratoires pharmaceutiques. Tout le reste est donc de l'affabulation, où on a des gens, des politiques, des scientifiques, je vais mettre des guillemets, des VRP, enfin voilà, tout le monde se transforme en VRP de la vaccination à inventer des propriétés qui n'existent pas. Voilà, on avait l'impression de recevoir, un peu comme on reçoit, vous savez, dans sa boîte aux lettres, des petits messages du vaudou du quartier qui vous prévient que ça permet de réparer sa voiture et de retrouver l'être aimé. On en était là. Avec ces fameux vaccins. Donc oui, il y a eu vraiment des promesses que certaines personnes ont faites sur la base de rien. Et donc à froid, en tant que statisticien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vérifier que ces vaccins n'avaient pas d'impact ou s'ils avaient, quels étaient l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la mortalité en général. Ouais. Et donc pour ce faire, j'ai téléchargé, récupéré toutes les données des décès qui sont disponibles de tous les pays européens, de toutes les semaines, par tranche d'âge. Et j'ai comparé ces données de décès hebdomadaires par tranche d'âge, par pays, à la même chose que j'obtenais sur le nombre de doses de vaccins distribuées dans la population. Et donc, ça me fait une vingtaine de pays européens qui ont chacun 4 ou 5 tranches d'âge, où je compare l'évolution des décès, plutôt des taux de mortalité, à l'évolution de la vaccination. Et je remarque, pas tout de suite, parce qu'il faut que le temps que les données remontent, mais je remarque au bout d'un certain temps que, bien après chaque campagne de vaccination, c'est-à-dire voilà, dans tel pays, on lance une campagne de vaccination pour telle tranche d'âge, et bien souvent on a fait des époques différentes pour les tranches d'âge. Bien voilà, je vaccine une population de cette tranche d'âge-là à cette période-là, et bien juste derrière, j'ai une hausse de la mortalité. J'ai pas une baisse, j'ai une hausse. Et une hausse sensible ? Une hausse suffisamment sensible pour être détectable. J'ai vraiment un pic de décès. Et je fais l'exercice, je me pose la question, est-ce que ce pic de décès suite à la vaccination, ça peut être dû au hasard? Donc là, je fais un calcul, je me dis, voilà, imaginons que voilà, des pics de décès, ça existe, et que le hasard ferait peut-être que j'observe de temps en temps un pic de décès suite à la vaccination, et je me rends compte que ça marche beaucoup trop souvent pour être dû au hasard. Donc voilà, cet exercice-là, je le montre dans le livre. Il y a un lien entre les pics de décès et les pics de vaccination. Ce pic ne peut pas, ce lien ne peut pas être dû au hasard. Et il y a un chercheur belge qui s'appelle Patrick Meyer, qui travaille à l'université de Liège, qui fait un exercice similaire, mais pas tout à fait le même, où il prend les données de décès disponibles sur un site qui s'appelle Euromomo, les données de vaccination, et lui, il utilise une méthode de machine learning, ce qui correspond, si vous voulez, à donner à la machine les données et lui dire « dis-moi ce que ça raconte », voilà, pour simplifier. Et la machine lui dit immédiatement, bien, plus on vaccine les gens et plus ils meurent. Ce qui fait que Patrick Meyer va écrire un préprint pour dire voilà ce que je trouve et il va le soumettre à relecture, mais directement il le met en ligne en disant en ma qualité de chercheur, j'ai fait le travail et je me dois de prévenir au maximum qu'il peut y avoir un problème et qu'il serait temps d'avoir un moratoire extrêmement rapide puisque les données sont trop alarmantes pour attendre une validation. Donc je veux alerter. Évidemment, il a subi une campagne de dénigrement extrêmement forte pour le faire taire, et ça n'a pas été le seul d'ailleurs. Mais voilà, on a pu travailler ensemble, je l'ai contacté, et il a rédigé un préprint avec nos deux méthodes, puisqu'elles sont séparées, c'est pas la même chose, mais elles donnent les mêmes conclusions, et on a réussi à se faire relire et publier dans le cadre d'un colloque international de bioinformatique et de biostatistique, pour voilà dire, relisez-nous, vérifiez nos calculs, les données sont publiques, elles sont justes, et voyez si nous racontons. Quand on vaccine, il y a des morts. Donc, et oui, et que ce n'est pas le fait du hasard, et que vous avez vu ça à travers des pays européens, pas tous, mais beaucoup de pays européens, vous avez vu que ce n'est pas le fait du hasard. Et aussi, vous reparlez de quelque chose dont nous avons déjà parlé, mais c'est très intéressant, c'est qu'au fond, vous parlez de
de cette période des 3 semaines. C'est-à-dire comment un certain nombre d'organismes ont calculé effectivement le fait de la mort due au Covid et entre vaccinés et non vaccinés. Mais auparavant, juste une question personnelle, Pierre Chaillot, parce que évidemment vous avez été... Est-ce que vous êtes anti-vax ? Est-ce que vous êtes par principe anti-vax, vous, personnellement ? Je suis par principe, on va dire, anti-connerie. Donc, c'est-à-dire que avant de me décider si je suis pour ou contre de quelque chose, je préfère vérifier. Donc, je ne peux pas dire que je suis par principe anti-vax. En revanche, si pour des vaccinations, et même pas forcément que la Covid-19, on n'arrive pas à m'apporter de preuves que c'est sûr et efficace, dans ces cas-là, je ne vais pas clamer sur tous les toits. Donc si ça fait moi un anti-vax, c'est possible. Mais c'était quelque chose que j'applique à la totalité du monde qui m'entoure. Hein. Si on me promet monts et merveilles de quelque chose, je préfère d'abord vérifier qu'on a bien des preuves qui vont avec. Alors en vérifiant, tout le monde à faire pareil. Oui, en vérifiant, et d'ailleurs vous le dites vous-même, vous n'êtes pas anti-vax par principe, mais là vous parlez surtout des vaccins des Covid-19, dus au Covid-19 spécifiquement, l'ARN messager et autres. Alors je reviens effectivement à ce délai et à la manière, c'est ça qui est le plus important, la manière dont tout ça a été calculé. Oui, alors avec les résultats que nous avons trouvés avec Patrick Meyer, on a montré qu'à chaque fois qu'on a une campagne de vaccination, on a une hausse de la mortalité de manière mécanique. Aussi, il convient de se poser la question comment toutes les études promues par les gouvernements, les médias ou des agences de vaccination ou laboratoires pharmaceutiques parviennent à rédiger des choses où la conclusion c'est la vaccination est sûre et efficace. Comment est-ce qu'on peut affirmer quelque chose comme ça avec des données, sachant que les données montrent que la mortalité augmente après la vaccination ? Et c'est là qu'intervient ce que vous avez dit, c'est-à-dire le décalage des courbes. Ou pour rédiger des études pareilles, les scientifiques, et il faut mettre des guillemets, disent, les laboratoires pharmaceutiques disent que la vaccination est efficace seulement au bout de 3 semaines. Donc je prends la courbe de décès, je prends la courbe des vaccins, mais les vaccins, je vais les décaler de 3 semaines plus tard parce que il faut compter qu'à partir de là. Avant, on n'est pas vacciné. Ah oui, vous voulez dire que les effets des vaccins n'agissent qu'au bout de 3 semaines, disent-ils. Voilà, c'est ça. Et donc, si on a des vaccins, par exemple, qui entraînent une mortalité juste dans la semaine qui suit la vaccination, on va pas pouvoir. On compte pas, c'est pas compté. Puisqu'on a décalé la date des vaccins, et même dans leur modèle, ils vont voir ce pic de mortalité, mais qui dans leur modèle a lieu avant la vaccination, donc ils disent « Oh, c'est fabuleux, notre vaccination a fait baisser la mortalité », puisque le pic de mortalité de la vaccination, il est avant. Et donc c'est grâce à ce stratagème qu'on a des études qui font croire qu'on a une efficacité vaccinale. C'est vraiment en décalant les courbes. Ils font tout un tas d'autres choses d'ailleurs, parce que c'est même pas suffisant, mais ils commencent par là, et ça c'est vraiment un problème, on va dire, c'est presque, tellement c'est enfantin et tellement c'est grossier, que ça devrait prêter à sourire si seulement ça n'entraînait pas autant de malheur. Et oui, parce que c'est ça, c'est tout le problème. On va continuer à en parler après cette toute petite pause. Pierre Chaillot, c'est vrai, c'est quand même, il faut voir la dose, ce narratif, et ce n'est pas uniquement dans ce domaine, mais dans le domaine du Covid-19, ce narratif a été tellement gros, a été tellement peu contesté qu'effectivement, il faut prendre le temps d'expliquer tout cela. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Grand face-à-face avec Pierre Chaillot, victime des vaccins Covid-19. Vraiment, nous avons tous besoin, nous avons tous été inquiets, nous avons tous été angoissés, et à juste titre. Et nous avons besoin non pas d'être rassurés, mais d'être lucides, de savoir ce qui se passe vraiment. Il ne s'agit pas de prendre parti, c'est pas noir et blanc, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et Pierre Chaillot en parle très bien. Il y a les conflits d'intérêts, il y a la politique, il y a le management par la peur, il y a le gouvernement par le chaos, il y a tout cela. Mais il y a aussi des maladies, des morts, il y a des vaccins qui font très bien leur boulot et d'autres à qui on peut se poser des questions. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, justement, Pierre Chaillot, on parlait de ça, et vous dites à un moment donné, vous dites, écoutez, les pics, vous dites dans votre livre, les pics de décès de vaccins sont synchrones, bien trop souvent pour que cela soit dû au hasard. Les pics de décès au sein d'un même pays divergent selon les tranches d'âge, et effectivement, on va en parler de ces tranches d'âge, mais je voudrais revenir à vous donner des chiffres très intéressants.
parce que vous dites ceci. Vous dites, en France, près de 10 millions de doses de vaccins antigrippaux sont distribuées chaque année. En 2021, on observe donc 100 fois plus d'effets indésirables et 100 fois plus de décès pour seulement 5 fois plus de doses, parce que vous parlez après, donc je dis, en France, près de 2 millions de doses de vaccins antigrippaux. En 2021, en France, 45 millions de doses de vaccins Covid ont été distribuées chez les plus de 60 ans, soit 5 fois plus que de vaccins antigrippaux. En Europe, 100 000 effets indésirables sont remontés concernant ces vaccins, plus de 5 000 décès. Et donc, je répète, parce qu'il faut bien être précis, en 2021, on observe donc 100 fois plus d'effets indésirables et 100 fois plus de décès pour seulement 5 fois plus de doses, entre les doses de vaccins antigrippaux et les doses de vaccins Covid. C'est un signal colossal. Dites-vous. Oui, c'est ça, c'est la référence que l'on peut prendre. Et là, on est en train de commenter les effets indésirables qui sont remontés à la pharmacovigilance européenne, c'est-à-dire les gens qui se sont plaints d'avoir eu des effets indésirables. C'est ça, c'est les effets indésirables. Ou des personnels soignants qui ont notifié qu'ils avaient des patients qui avaient des effets indésirables. Et il y a une notification qui est écrite et qui remonte à la pharmacovigilance européenne. Tous les vaccins, sans exception, ont des effets indésirables, parfois graves, et qui remontent ensuite à la et certains remontent à la pharmacovigilance. Mais pour les vaccins Covid, on a eu un déferlement de déclarations. Et quand je dis déferlement, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a vacciné à peu près 5 fois plus les gens avec les vaccins anti-Covid qu'avec les vaccins anti-grippaux. Mais on a eu 100 fois plus de déclarations. Et vous le dites, Pierre Chaillot, pardon, je vous cite là, au mois de mai 2024, donc il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, on y trouve, je parle aussi d'Adreport, les données de pharmacovigilance européenne, on trouve plus de 2,3 millions de déclarations d'effets indésirables concernant les vaccins Covid-19, 2,3 millions de déclarations d'effets indésirables, c'est quand même beaucoup. Oui, et je note à l'intérieur qu'à l'époque, on devait pouvoir consulter quelque chose comme 30 000 décès à la suite d'une vaccination, ce qui est colossal en Europe. Ouais. Et il faut rappeler que la pharmacovigilance est très incomplète. Déjà, il y a très très peu de monde qui sait qu'à la suite d'un effet indésirable, après n'importe quel médicament d'ailleurs, on peut faire une déclaration sur Internet et on devrait le faire. Donc, c'est ouvert à tout le monde, ça, c'est ouvert à tout le monde. Dès que vous avez quelque chose et vous estimez que, à tort, à raison, vous avez eu un effet indésirable, vous pouvez le signaler à la pharmacovigilance. C'est ça. Oui, ouais. Et sans vous-même présumer de la causalité, mais faites une déclaration et mieux, votre médecin traitant est obligé de le faire. Après n'importe quel médicament ou vaccin, vous êtes mal, vous le signalez à votre médecin traitant, il doit faire une déclaration. Donc les très nombreux témoignages que j'ai sont que les médecins ne le font pas, mais ils sont obligés de le faire. Et c'est pas à eux de juger de la cause. C'est-à-dire qu'ils doivent faire une déclaration et cette déclaration peut lancer un signal. C'est obligatoire pour le médecin. Oui, il faut le faire parce que imaginons que il y a un effet indésirable inconnu d'un certain médicament, c'est le fait qu'il y ait plusieurs remontées de pharmacovigilance d'effets indésirables tous identiques qui va derrière appuyer les instances de pharmacovigilance, c'est-à-dire il commence à y avoir un signal, c'est fort possible que tel médicament cause tel truc. Si les médecins ne le font pas parce qu'ils disent cet effet-là il n'est pas connu pour ce médicament, on le saura jamais puisque ça va jamais remonter. Donc il y a vraiment une incompréhension qui est faite, il y a une non-participation des instances de soins à la pharmacovigilance qui est dramatique. C'est tellement connu que même les industriels du médicament disent que quand il y a des effets indésirables qui remontent, ils sont parfaitement conscients que c'est extrêmement rare et que personne ne le fait. Et selon eux, selon les industriels du médicament, pour connaître le vrai nombre d'effets indésirables, on prend le nombre de ceux déclarés et on fait x10. Oui, c'est ce que font les industriels du médicament. Les spécialistes qui ne sont pas affiliés à l'industrie du médicament, faut plutôt faire x20, voire faire x100. Moi, dans mon livre, je fais juste le x10 de façon à être le plus raisonnable possible. On va dire minimiser les choses, dire juste si on fait le x10, rendez-vous compte, ça fait qu'en Europe, ça fait à peu près 300 000 décès depuis le début de la vaccination.
C'est à la fois énorme et à la fois 300 000 décès sur toute l'Europe. C'est pas forcément quelque chose qui va se voir significativement au niveau des chiffres, surtout si on ne veut pas trop chercher. On est 400 millions d'Européens. On a 600 000 morts par an. Oui, on est 400 millions d'Européens. Bien sûr, c'est ça qui. Mais c'est quelque chose d'ailleurs de tout à fait étonnant, la manière dont on utilise les chiffres et les statistiques et dont pour corroborer son narratif. Nous avons Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bonjour Richard. Vous êtes ingénieur, vous nous appelez de Toulouse. Oui. Et moi-même, j'ai essayé de faire des statistiques pour voir un peu l'évolution de la mortalité, qui en fait aussi, on est dans une période particulière où on a les baby boomers qui font monter naturellement le taux de mortalité. Mais outre ça, moi j'ai une question, peut-être que vous aurez la réponse. C'est comment on peut expliquer les 16% de mortalité en plus des jeunes femmes de 14 à 35 ans? Ou de 15 ans à 34 ans, en 2022, ça fait plus 16%, ce qui est quand même... Plus 16%, vous dites, de jeunes femmes en 2022. Vous le trouvez sur l'INSEE, c'est le chiffre de l'INSEE, et il n'y a pas d'explication. À part le fait que la personne qui a écrit un petit article dessus, un commentaire, il essaie de dire que c'est pas le vaccin, mais en fait, quand vous lisez entre les lignes, on pourrait croire que il dit l'inverse. Pierre Chaillot, vous avez eu vent de cette... Je suppose que vous parlez du bilan démographique de l'année 2022. Et en effet, dans ce bilan démographique, l'Institut fait état d'une augmentation de la mortalité chez les jeunes femmes et chez les jeunes en particulier. Et ce papier, il est intéressant puisqu'il dit, pour les années précédentes, on dit que les morts qui en trop, c'est forcément le Covid-19. Et regardez, on voit des chiffres qui correspondent. Et pour 2022, il n'y a plus de morts du Covid-19, pourtant il y a tout autant de morts qu'avant. Donc là, de quoi sont-ils morts? On ne sait pas. Certainement pas du vaccin, évidemment, mais on ne sait pas. Et donc, il y a deux remarques générales. La première, c'est que si à partir de 2022, on a tout autant de morts et qu'on ne compte plus du Covid, ça veut juste dire qu'il n'y a aucun rapport entre les morts Covid et la hausse de mortalité. Et on voit l'incohérence à partir de 2022, puisque comme on arrête de tester les gens, on arrête d'attribuer du Covid à tout et à n'importe qui. Ouais. Donc ça remet en question toutes les conclusions qu'il y avait eu sur 2020 et 2021. Et deuxième chose, en effet, si on a trop de morts, notamment chez les jeunes en 2022, il serait temps de se poser la question de pourquoi. Et j'ai répondu aussi dans le livre que si on fait l'exercice, on se rend compte qu'il y a une hausse de mortalité chez les jeunes qui commence à se voir dès le deuxième trimestre 2021. Que s'est-il passé à l'été 2021? La vaccination de masse des jeunes. Et donc, il serait peut-être temps, de creuser un peu la question, d'arrêter d'éviter ce sujet qui fâche et de remarquer qu'en effet, on a des belles corrélations entre les périodes de vaccination et de hausse de mortalité. C'est factuel. Il faut juste, cesser de vouloir se mettre des œillères d'une certaine manière, prendre les chiffres à froid et accepter de faire un bilan qui sera peut-être un peu dérangeant. Alors justement, Pierre Chaillot, vous en parlez beaucoup. Tout le problème, c'est intéressant, tourne autour de la causalité. Parce que on vous dit, et vous le dites vous-même dès le départ, il y a une phrase dans votre livre, vous dites, vous dites d'ailleurs, dans votre premier livre, nous avons démontré que la totalité des décès surnuméraires que la France a connus en 2020 peut être attribuée aux mesures gouvernementales et non pas à un quelconque virus. Mais vous dites aussi, le problème, soyons clairs, c'est extrêmement difficile, et vous le dites, je ne sais pas si j'ai la phrase exacte, mais je vais essayer de voir. Oui. Est-ce que le problème, c'est la causalité. Et vous dites vous-même à un moment donné, mais on ne peut pas prouver à 100% la causalité. Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse, où on vous dira toujours, oui, d'accord, très bien, il y a effectivement des corrélations, il y a effectivement des chiffres qui parlent, il y a effectivement tout ce que vous dites. Oui, mais la causalité, on ne peut pas la prouver. Et est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse et où il y a toujours une espèce d'interrogation dont chacun, en fonction de ses intérêts ou de ses convictions, interprète comme il a envie de l'interpréter? Vous venez d'expliquer la totale impunité de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis de ses propres produits. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'explique au début du livre les protections légales qui existent envers l'industrie pharmaceutique. Quand vous achetez une machine à laver, André Verkoff, et qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez vous retourner vers votre vendeur. Ça, c'est le droit du consommateur. Et éventuellement, votre vendeur peut se retourner contre le fabricant. Il y a même aujourd'hui des garanties fabricants. Si elle ne fonctionne pas, vous appelez directement le fabricant qui vous la remplace.
Ça, c'est le régime général de la protection du consommateur. Mais il y a une petite ligne supplémentaire qui a été rajoutée exprès pour l'industrie pharmaceutique, qui est que si jamais vous avez un problème avec un médicament, vous devez prouver en tant que victime ou en tant que témoin de la victime, que c'est bien le médicament qui a créé l'effet indésirable. Vous êtes même obligé de prouver que ce médicament est réputé créer cet effet indésirable. Voilà. Donc quand vous êtes le premier, c'est compliqué. C'est à vous d'apporter, vous victime ou vous témoin, d'apporter la charge de la preuve. Tout à fait. Donc de dépenser des centaines de milliers d'euros pour mettre en place une étude avec cohorte dans un laboratoire pharmaceutique, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, en effet, la loi a été faite pour protéger l'industrie. C'est même écrit dans la loi que c'est fait pour protéger les intérêts financiers de l'industrie de façon à garantir son progrès. C'est écrit dedans. Donc, il y a vraiment une protection légale qui fait que c'est extrêmement dur. Aujourd'hui, il y a certains moyens quand même de faire reconnaître des choses. Il faut trouver un expert qui va étudier votre dossier et qui va être capable d'en mettre son nom en tant qu'expert et d'attester que oui, il voit pas d'autre explication que le vaccin dans le cas du Covid-19 qui peut expliquer par exemple le décès d'un jeune en bonne santé de 24 ans. Enfin voilà. Et donc là, il faut trouver un expert qui se mouille. Évidemment, André Berkoff, la durée de vie dans l'industrie pharmaceutique et sa carrière de ce brave expert, elle est relativement limitée. Donc, il y a un certain nombre de freins aussi qui empêchent la bonne reconnaissance de ces effets indésirables, surtout dans le fonctionnement actuel. Oui, et c'est un vrai problème. Dernière petite pause. Et nous allons continuer pour voir effectivement ce qu'il faut faire, où sont les trous dans la raquette, où l'on peut effectivement, pour un certain nombre de gens, et Dieu sait s'il y en a eu, voilà, comment on peut corriger ces effets sans tomber dans l'opacité du noir et blanc. Le face-à-face. Eh oui, d'un côté on dit investir comporte le risque de perdre son capital. Là on dit effectivement le vaccin. Alors qu'est-ce qu'il en est à la fin de votre livre? Et vous dites ça parce que vous avez vu en ce moment, vous avez entendu, vous avez sûrement étudié Pierre Chaillot, qu'on dit attention, il y a une nouvelle pandémie qui se prépare. Je ne sais pas, ce sera un nouveau Covid ou autre chose. En tout cas, les bruits courent, ils continuent de courir. Et vous dites ceci, vous dites, cependant, même s'il est vital de faire prendre conscience à la population du danger de ces injections, vous parliez effectivement des vaccins, il semble déraisonnable de passer d'une panique à une autre en voulant lancer de grands dépistages d'effets indésirables invisibles. Le malade asymptotique Covid est le même délire paranoïaque que le malade asymptotique vacciné. La vaccination anti-Covid était une roulette russe. Vous ajoutez avec un barillet énorme, ne l'oublions pas. Et pour les très nombreuses personnes qui ont passé l'épreuve sans dégâts, le meilleur conseil à leur donner est tout simplement arrêter de jouer. Effectivement, parce qu'il faut le dire aussi, et on en avait parlé, il y a des milliards de personnes qui ont pris des vaccins, et il n'y a pas, et heureusement, et merci, des milliards de morts, c'est le moins que l'on puisse dire, et loin s'en faut. En revanche, vous dites arrêtez de jouer. Alors, qu'est-ce qui se passe si demain, Pierre Chaillot, il y a une nouvelle, ce qu'on a appelé une pandémie, en tout cas une nouvelle alerte? Qu'est-ce qu'il faut être très vigilant? C'est regarder, enquêter, vraiment renseignez-vous avant d'aller vers quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous dites à la fois aux patients, à nous tous, aux médecins, au gouvernement, etc. C'est quoi? Un devoir de prudence, un devoir non pas un principe de précaution, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit de ne pas céder à la panique et d'arrêter de croire les prêcheurs de l'apocalypse qui l'annoncent tous les matins sans jamais qu'elle arrive. Vous avez parlé de Ferguson, il y en a d'autres. C'est d'ailleurs André Berkoff, rappelez-vous de H1N1 qui était sur le même principe. Tout à fait. On peut dire l'escroquerie H1N1 puisque c'est ce qu'on en déduit du rapport du Sénat français qui a été rédigé, qui est riche d'instructions et d'informations où à l'intérieur il nous explique que les grands experts des pandémies ne se posaient déjà à l'époque plus la question de savoir si la pandémie mortelle allait arriver, mais uniquement quand elle allait arriver. C'est-à-dire que l'ensemble de ces experts, et mettons des guillemets, sont en permanence dans l'attente de pouvoir enfin annoncer la grande pandémie de leur vie.
C'est d'ailleurs ce que raconte Antoine Flao dans son livre Parlons du Covid-19, que enfin, ça y est, c'est arrivé. Non, ce n'est pas arrivé, mais ils vont recommencer puisqu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils l'attendent. Et même lorsque les grands dirigeants se réunissent dans des sommets, par exemple au World Economic Forum, ils sont en permanence en train de se raconter l'histoire de la pandémie qui va ravager l'humanité et comment, entre eux, et en prenant les bonnes décisions entre eux, ils vont réussir à nous sauver, d'ailleurs de la pandémie qui est due à nos mauvais comportements. Hein. Nous sommes trop proches les uns des autres et ce sont toujours nos mauvais comportements qui font courir le risque au monde et voilà, ils sauvent le monde en nous empêchant de faire des bêtises. De vivre, presque. Les enfants que nous sommes. Et donc voilà, il faut prendre conscience du niveau de panique autogénérée, de la croyance, parce que c'est pas de la science, ce sont des croyances de ces gens-là, et qu'il est grand temps, de redescendre les pieds sur terre, de faire des bilans à froid de ce qui s'est passé et d'éviter de retomber dans les mêmes psychoses trop vite. Oui, c'est tout le problème, effectivement, de la psychose et de la redondance. Et je dois dire que, juste un mot, est-ce que vous seriez heureux de la nomination de Robert Kennedy Jr. au ministère de la Santé américain ? Écoutez, au moins, c'est d'ailleurs un des gros avantages de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a un changement politique. Qui dit changement politique dit que les nouveaux vont au moins profiter de la situation pour taper sur les anciens et donc ressortir quelques bilans, ce qui nous permettra de faire de la lumière sur quelques aspects. Bon, et Robert Kennedy a fait plusieurs promesses de vérifier la sécurité et l'efficacité des vaccins, pas que des vaccins Covid d'ailleurs, ce qui est quand même le minimum en science, faut dire. Donc ça peut être un bon aspect, et puis un bon aspect pour nous, en Français, nous rendre compte qu'à l'extérieur de nos murs, nous qui n'avons pas de changement politique, il existe des personnes qui se posent des questions. Et le principal objectif de mon livre, c'est quand même de mettre en lumière les victimes des vaccins Covid-19, de façon à ce que le public se rende compte que ça existe pour de vrai, qu'il faut les croire, qu'il faut les soutenir, de façon à en tirer des leçons. Je précise d'ailleurs que tous mes droits d'auteur iront, une fois de plus, à des associations, justement ici, qui s'occupent des victimes des vaccins, et notamment Verity France et le REVAF, pour n'en citer que deux. Et vous l'avez fait pour votre premier livre. Merci Pierre Chaillot, et lisez Victimes des vaccins du Covid, ça vient de paraître aux éditions L'Artilleur. Ouvrez-le, il vous ouvrira.